Donc pour ceux qui ne connaissent pas la spirale, éventuellement c'est un site qui existe depuis 1996, donc qui entre dans sa 17e année. On parle de culture au sens large et de choses souvent un peu bizarres, un peu hors normes, un peu alternatives. Et dans le cas présent, donc avec Caribe, c'est la troisième soirée spirale d'ailleurs, on a essayé de faire un focus sur ces deux auteurs qui sont ici, qui sont des amis d'ailleurs, et aussi à l'occasion de la réédition de leurs ouvrages respectifs. Donc dans le cas de Régis, c'est Apologie de la viande, qui est sorti en 99, c'est ça? Ouais. Et qui a été réédité au printemps 2012, si je ne dis pas de bêtises. Oui, non, en octobre, 31 octobre. Et dans le cas de Pierre, donc Planning, qui était sorti en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Novembre 2007. Ouais. Et qui a été réédité, lui, alors c'est peut-être lui qui a été réédité au printemps, non? Non, novembre aussi. Novembre aussi. Autant prendre. C'est pas grave, ça n'enlève rien aux ouvrages. 2012. Alors, dans les deux cas, ce sont deux livres assez étranges dont Hugues Robert de Caribe va vous entretenir plus longuement. Je vais plutôt dire un mot sur Régis et Pierre. Donc Régis, on se connaît depuis une dizaine d'années. Régis fait partie des auteurs que j'ai régulièrement publiés dans La Spirale. Je crois qu'il y a 3 ou 4 nouvelles de toi dans La Spirale. La première était parue en 2003. Qui s'appelle Le jour où les métèques ont botté le cul. Finalement botté le cul de l'Amérique. Dans le cadre c'est un petit concours dans La Spirale sur le thème de la décadence contemporaine. Et Pierre, c'est une rencontre plus récente. Et bon, après, il y a plein de projets dont je vous parlerai peut-être en fin de soirée. Il y a une collection de livres de La Spirale qui va commencer à apparaître au printemps prochain. Donc sur lequel on va travailler notamment avec Pierre et d'autres personnes qui sont présentes. Et voilà, et donc Pierre, c'est donc Planning, qui est un ouvrage tout à fait à part, et qui me semble étonnamment non d'ailleurs, mais parfaitement symptomatique d'un certain état des choses actuelles. Voilà. Que dire de plus? Régis donc est auteur, a fait aussi des courts-métrages, fait de la photographie, et Pierre, pareil, est assez multiple, puisqu'il est à la fois plasticien, tu as fait de la vidéo, éditeur avec Peg Édition, et donc auteur, poète, et tu travailles actuellement sur un roman dont on ne saura rien pour l'instant. Non. Ce qui est le cas également de Régis, qui est effectivement, il y a d'ailleurs, au cas où, il y a 2 interviews qui viennent de paraître hier dans La Spirale, de Pierre et de Régis, qui sont assez longues, où on rentre plutôt en détail dans les choses, assez documentées, et voilà, qui vous donneront un peu l'ensemble des choses. Hugues, à la rigueur, je vais peut-être te laisser laspirale.org. Alors oui, au cas où, il y a plein de stickers partout de La Spirale qu'on a édité récemment, que vous pouvez embarquer avec vous, et donc bien sûr il y a l'adresse du site sur les stickers. Merci à toutes et à tous et bienvenue chez Caribe. Donc chez Caribe, on a l'habitude de recevoir uniquement des auteurs d'œuvres qu'on a appréciées. Donc je vais vous dire pourquoi en fait on les a appréciés en dehors de la chaleureuse recommandation de Laurent. Dans le cas de Régis, c'est vrai que c'est de toute façon grâce à Laurent que j'ai découvert ce que faisait Régis dans une lecture homérique lors de la première soirée spéciale avec Jean Abrigent d'ailleurs qui est là. Un texte qui avait un peu scotché l'assistance, un texte récent, mais ensuite ça m'a donné la curiosité. Et quand Laurent m'a dit que l'Apologie de la viande allait être rééditée, je me suis précipité et puis j'ai vraiment pas regretté le déplacement. Donc beaucoup d'entre vous le connaissent sans doute. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le matériau littéraire de l'Apologie de la viande, c'est la rupture amoureuse. Enfin, plus exactement, c'est les conséquences à long terme de la rupture amoureuse. Alors, présenté comme ça peut être plein de choses. Régis Quincard, il l'a vraiment placé sous le signe de la rage et sous le signe de l'excès. Mais de l'excès dans tous les sens, ça rugit quoi, ce livre à plein pot, de la souffrance et de la façon de gérer cette souffrance de la rupture imposée. Donc il y a beaucoup de crudité, beaucoup de cynisme, mais ce qui est très fort, parce que plusieurs fois dans ce truc, on s'approche du moment où on se dit non mais là il va tomber dans un piège littéraire et à chaque fois il se rétablit, il fait trembler la barre et hop, il passe au truc suivant. Et donc à la fin, vous dites mais c'est incroyable, il a réussi cette performance d'utiliser toutes ses ressources de rage, vraiment de colère, de taper tout le long. Et en fait, on n'a pas du tout, à aucun moment l'impression ni d'artifice, ni de truc. On en ressort en se disant mais comment est-ce qu'il a réussi ce truc-là? Et donc moi ça m'a vraiment fait un choc quand je l'ai lu il y a 1 mois et demi. C'est un choc que j'ai trouvé assez brillant et je pense que pour ceux qui ne l'ont pas fait, en tout cas il faut le dévorer maintenant avant de chasser les nouveaux textes de Régis Quincard. Donc moi j'attends avec impatience, je sais qu'il y en a quelques-uns disponibles donc je vais me précipiter.
Voilà, donc ça c'est pour Régis, que j'avais promis de faire court, vous voyez que j'ai pas menti. Hein. Pour Planning de Pierre Escaud, donc j'ai découvert encore plus récemment, il y a quelques semaines. Et c'est vrai que le coup de foudre a été immédiat avec l'ouvrage, hein, pour moi, parce que je trouvais que c'était un usage qui était vraiment redoutable, qui était fort et qui était subtil en même temps, d'un médium qui est pourtant incroyablement simple, hein, qui est l'agenda. Alors l'agenda de l'époque de l'agenda papier, mais ça marcherait également avec un agenda électronique. Donc une chose qui est d'une banalité apparente rare. Et Pierre Escaud s'en est emparé, et en utilisant l'agenda donc d'un cadre dirigeant d'une grande multinationale, ce cadre confie à son agenda, alors non pas justement de grands épanchements comme dans un journal intime, c'est au contraire des petites notes qui sont très brèves, un peu sur tous les sujets, et puis qui sont parfois très cryptiques, voire légèrement cryptées. Et ça va être le lecteur qui va devoir travailler, et par moments travailler dur, pour construire en fait l'histoire, et plutôt les histoires qui vont se dérouler tout au long de cette année en fait dans l'agenda. Et ce qui est assez magnifique, c'est qu'on devine peu à peu, on voit se dessiner donc un personnage d'un sordide extraordinaire, et en même temps à qui il est proposé justement, on découvre au hasard des notations de cet agenda qu'il y a un certain nombre de rédemptions qui lui sont proposées, qui sont possibles sans doute. Est-ce qu'il va les saisir, est-ce qu'il ne va pas les saisir? On commence à lire le roman, en fait, donc à tourner les pages de l'agenda en se disant, il se rend compte là de ce qui lui arrive, il va y arriver. Je ne vais pas vous dire comment ça se termine, hein, mais comme le disait Laurent, comme c'est assez représentatif d'un certain climat par moments un peu lourd, en fait, ces derniers temps dans les multinationales, c'est pas sûr qu'il s'en sorte. On ne sait pas. Voilà, donc je vous encourage à vous précipiter sur ce livre également. Alors j'en profite donc avant de donner la parole aux auteurs en fait qui vont lire quelques extraits choisis pour vous mentionner en fait deux livres qui ont pour moi beaucoup résonné avec ces deux-là. Donc l'un qui est de Hugues Jalon, Zone de combat, c'est son deuxième livre. C'est des livres un peu particuliers qui résonnent beaucoup avec Planning puisque c'est une sorte de... C'est une douzaine de préceptes, enfin de préceptes développés par mois, hein, mais c'est pas du tout sous une forme d'agenda, c'est sous une forme de notice à l'attention de tout le monde. Hein, que vous soyez un consommateur angoissé, un salarié qui va bientôt se faire virer, un cadre qui tremble pour son prochain changement d'actionnaire, un parent qui se demande, qui est angoissé pour protéger ses enfants. C'est en fait des préceptes pour, soi-disant, remédier à la peur, mais en réalité pour l'entretenir. Et c'est superbement fait, c'est un jeu sur le langage. Enfin, Hugues Jalon s'en est fait un peu une spécialité. Dans son premier roman, qui est malheureusement épuisé, il avait inventé la base. La base, c'était vraiment pas mal. Il avait inventé un paradis fiscal, qui est semi-inventé, qui s'inspire de beaucoup de paradis fiscaux existants, qui est sur une plateforme pétrolière au large des Pays-Bas. Et il avait lancé en fait une enquête de services secrets sur est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ce paradis fiscal. Donc en utilisant le langage des enquêtes internationales type ONU, type services fiscaux. C'était également assez brillant. Là, il utilise le langage de la peur, celui qui est communiqué à longueur de mois et d'années par les médias spécialisés. C'est assez impressionnant en fait, de la façon dont c'est fait. Et l'autre qui renvoie aux deux en fait, par des biais différents que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le dernier recueil de Jean-Marc Agrati, donc l'Apocalypse des homards, qui est une succession de nouvelles, certaines qui font plusieurs pages, d'autres qui font parfois 5 lignes, hein, qu'il a appelé des shots, et qui vont puiser dans différents registres pour montrer en fait ce que c'est aujourd'hui d'essayer de faire survivre du désir dans un univers d'entreprise notamment, mais pas seulement, un univers culturel aussi, où l'économique en fait se déverse à flot continu et a pris le pouvoir surtout. Donc il y a des êtres qui se débattent là-dedans, à la fois pour échapper à une destinée économique souvent assez triste, mais pas toujours, et à une emprise culturelle en fait, qui les étouffe dans la pop culture, qui les dévore complètement. C'est assez surprenant, c'est très très cru, hein, ça peut-être pas autant que l'apologie de la viande, mais quand même pas loin. Et enfin en tout cas c'est très plaisant également. Voilà, donc merci, et je vous propose donc d'écouter
Vas-y, je démarre, tu démarres. Vas-y. Lecture de l'apologie de la viande. Je suis mort un 13 décembre, vers le soir. C'était un dimanche. Il ne faisait pas froid, pas chaud. Il ne faisait plus, simplement. J'ai cessé d'être un couple. Je suis seul. Cette proposition, très claire, concise, irréfutable, je la comprends parfaitement. Pourtant, sa substance m'est étrangère. Je pourrais en lister les conséquences, bien sûr, et à ma manière, je le fais, mais sa substance m'est étrangère. C'est comme si le dénouement avait eu lieu dans un monde parallèle, observable, et que moi, je n'avais pas bougé de place. J'ai conscience de tout ce qui vient de crouler autour de moi, en moi surtout, mais devant l'étendue du vide, je reste interdit, incapable d'en prendre la mesure, bien que je sache que c'est de l'ordre de l'infiniment grand. J'avais déjà ressenti cela il y a longtemps, ce décalage infranchissable entre les mots d'une part, ce qui nous condamne, et ce qu'ils veulent dire concrètement d'autre part. Je devais avoir dans les 10 ans. Mon père était revenu de l'hôpital, où sa mère était soignée, accompagnée, avait dit un médecin, et il avait dit avec une voix qui ressemblait à rien du tout, « Mémé est morte ». En 3 mots, j'avais tout et rien compris. J'avais compris que c'était mieux comme ça, on me l'a tellement répété, qu'elle ne souffrirait plus, qu'on n'irait plus à Maison Alfort tous les dimanches pour la voir, avec l'odeur de levure partout dans l'air de la ville. Et pourtant, elle était là. C'était ma grand-mère dans ma tête, avec son sourire d'indulgence. Pas un souvenir et une photo dans un cimetière. Pour se rassurer, on se dit c'est comme si elle était partie en voyage, pour un long voyage. Moi, je n'avais pas pleuré, sidéré par l'espace autour de moi qui, à toute vitesse et au fur et à mesure que j'en prenais conscience, se modifiait sans qu'un seul de ceux qui ne l'avaient pas connue, m'aimait, ou qui ne savaient pas encore qu'elle était partie, ne s'en rendent compte. Même pas un petit peu, à supposer qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la disparition de quelqu'un. Et puis parce qu'on n'a pas pu tout envisager, tout circonscrire, on épluche une pomme ou n'importe quoi d'autre, on en laisse la moitié pour l'autre, comme ça par habitude, et on s'aperçoit qu'il n'y a personne pour la manger, cette moitié. On s'en aperçoit trop tard, il ne reste plus qu'à la manger aussi, soi-même, ou à la mettre dans le frigo. Alors, et aussi fort que l'on soit, aussi longue qu'ait été la préparation, on fond en larmes, perdu de solitude. Cela peut durer des heures. Évidemment, tout me parle d'elle, la chambre, la salle de bain, chaque objet qu'elle touchait, chaque objet que je touchais en sa présence ou pendant son absence. Effroyable banalité. Les avalanches de souvenirs, les bons, les mauvais, qui m'attendent partout, prêts à me sauter à la gueule, qui m'accompagnent dans tous mes actes, j'en viens à les anticiper. Ils me précèdent. Je me fais l'impression d'un type au milieu d'un champ de mine à qui on n'arrête pas de gueuler dans un mégaphone « T'inquiète pas, continue à avancer. Tu peux exploser n'importe quand, mais marche au bout, ça ira mieux. » Les bons souvenirs sont ceux qui me font le plus de mal. Je me sens sale. Les femmes ne rendent pas humbles. Qu'elles m'acceptent ou repoussent, toujours elles se heurtent à ce que je nomme pudeur, et qu'elles nomment elles, parce qu'il faut bien qu'elles se donnent l'illusion de penser, mépris, rancœur, cynisme, infantilité. Reste en elles ce privilège unique, blessant, leur capacité d'être mère. Pouvoir répondre à « Qu'est-ce que vous faites ?» J'attends un enfant. Je fais un enfant. Hier, chez une copine mariée à 18 ans, maintenant elle a 24, je passais dire bonjour. Je jouais avec sa fille dans le salon, et d'un coup la gamine m'a demandé « C'est vrai que tu veux pas d'enfant ?» Qui t'a raconté ça ? Maman. C'est vrai qu'elle répète la têtue ? Oui. Sa mère me regardait, la petite sur les genoux. Pourquoi, t'aimes pas les enfants ? Bien sûr que si. Alors pourquoi tu veux pas d'enfants ? Eh ben, peut-être que je n'arrive pas à trouver une maman qui aille bien. Peut-être que tu n'aimes pas les mamans, elle a dit avec une drôle de voix. La voix de sa mère, devais-je me rendre compte plus tard en y repensant. Mais si, pourquoi tu dis ça ? Et j'ai senti des picotements sous mes yeux. Tu pleures, m'a demandé la gamine. Non, bien sûr que non, et ma voix se brisait. Si, tu pleures, elle a dit. Sa mère me l'a retiré des genoux, elle l'a emmené dans une autre pièce. Elle a couché la gosse et elle est revenue. J'avais retrouvé mon calme, obligé à refluer. J'étais toujours assis. La mère était debout près de moi. Je regardais son ventre plat. J'ai placé lentement ma main dessus et elle a repoussé mon bras. En faisant le geste, elle a dit « Non, tu sais qu'il n'aimerait pas ça. » Il, son mari. Moi, bien sûr, je ne pensais qu'à elle, son ventre et l'enfant de moi qu'il ne portera pas jamais. Un autre que moi le fera, lui donnera ce bonheur vrai, ce bonheur définitif d'être mère. Cette fois, je me suis mis à pleurer vraiment. Si ça m'était seulement venu à l'idée, il m'aurait été impossible de cacher mes larmes. Faire un enfant. C'est drôle cette expression, faire un enfant. C'est comme je t'aime, cela ne veut rien dire.
Précisément, cela dit tellement de choses différentes selon qui le dit et à qui, que les mots restent toujours en deçà de ce que cela justement veut dire. Faire un enfant pour une femme, c'est le faire en elle, et ce faire-là s'achève avec la naissance du bambin, ce moment qu'il hurle pour la première fois, tout barbouillé de sang. Tandis que pour un homme fait un enfant lorsqu'il désire un enfant, au moment où il fait l'amour, au moment où il baise, puisque c'est le mot que j'ai décidé d'employer dans ce livre, par quelques stupides intentions réalistes sans doute, eu égard à comment ça se passe. L'homme, rien ne change vraiment, physiologiquement parlant, de toutes les fois qu'il baise sans l'ombre de l'envie de faire un enfant. Voilà où je voulais en venir. Pour l'homme, faire un enfant, c'est vouloir, tandis que pour une femme, c'est le faire. Toujours cette distance entre nous, ce gouffre. Un peu plus d'absence encore de notre côté, là tout seul embourbé dans notre bête volonté. Notre contribution à nous, les hommes, s'arrête au désir. Un type s'est introduit dans la chambre pendant que je dormais et m'a cogné la tête à coups de barre de fer. Dans mon verre, c'est l'effervescence, dissolution de l'Assemblée nationale, course à la mort pour 2 cachets. Je regarde en bas de chez moi, comme à travers un réseau de paillettes, le désolant spectacle des gaillards des BTP qui plantent dans le trottoir un arbre embryonnaire sous ma fenêtre, dans l'emplacement prévu à cet effet. Vous replantez le même exactement 10 mètres plus loin, comme ils en ont planté un très exactement 10 mètres avant. Plaie carrée dans le macadam, béance d'1 mètre sur 1, censé donner un côté fleuri, humain à la ville dure. Harmonie fadasse de la police fonctionnelle, ici encore on règle, on pense, on mesure, ordonne, organise. Ici un arbre, là une cabine téléphonique, là encore un parc-mètre. Je préférerais encore qu'il me laisse le béton intact plutôt que ce décorum imbécile, ce simulacre de nature installé au centimètre. Toujours tout aplanir. Tout à l'heure, je mènerai Rumsteak chier sur le beau travail. On s'amuse comme on peut. Je glisse une cassette dans le scope, une vidéo sadomaso. C'est une forme d'art moins pérille qu'elle n'en a l'air au premier abord. Frapper une femme dont le corps magnifique et forcément neuf vous est offert demande un certain courage, sauf être dépourvu de tout sens esthétique. Et je ne parle pas de pitié. Faire du don de soi à l'autre son étalon, sa norme. Mutuelle régicide, bataille aux rôles attribués, son vainqueur obligé, ses blessures de pure concrétude. Une goutte d'exactitude dans le grand simulacre. Le langage amoureux regorge d'expressions oiseuses. Être attaché à, tomber amoureux, saigner. En voilà un bien joli vocabulaire de défaite, de déroute, de déchéance et de douleur. Pourquoi après tout ne pas s'attacher vraiment, tomber vraiment, saigner vraiment? Pourquoi ne pas donner à ces mots leur exacte consistance, leur exacte poésie? Ne le mérite-t-il donc pas? Merci. Je vais vous lire, je vais vous lire les premiers mois. Je vais vous lire les 2-3 premiers mois de planning. Janvier. Lundi 1. Dormir. Dormir, dormir, dormir. Dormir, dormir. Mardi 2. Dormir. Dormir, dormir. Arrêtez de dormir. Redormir. Redormir. Mercredi 3. Vide, léger, calme. J'aurai mal au rein. Je me sentirai con. Jeudi 4. Diarrhée. Vendredi 5. Gros, parfait. Ni mou, ni dur. Samedi 6. Authentifié. Éventé. Foulé. Atrophié. Dimanche 7. Patience, modération. Je serai pathétique. Lundi 8. Préparation de ce plan possible qui consiste à vouloir systématiquement réévaluer le seuil de sa propre incompétence. Mardi 9. Convoquer Éric Tariquet et Nathalie Dumont. Préparer les modalités de leur futur licenciement. Mercredi 10. Épargner Éric Tariquet. RDV Pont. Restaurant. Vomir.
Jeudi 11, garder Tariquet sous pression. Vendredi 12, arracher les dossiers à leur conclusion provisoire. Samedi 13, je serai gentil, attentif, respectueux, compréhensif. Dimanche 14, tête à tête, tête bêche, tête de con. Lundi 15, je serai fort, impitoyable, endurant, magnanime. Je serai formé. Mardi 16, voir Francis Leplan, tester son endurance, préparer son humiliation. Mercredi 17, médecin, fournisseur import-taxe, déjeuner Véronique, appelé Francis Leplan, massage pute. Jeudi 18, ceux qui tournent la tête comme ils lèvent leurs doigts. Vendredi 19, combustion, endurance des outils, 13 invités. Garder un couple. Samedi 20, émerveillement intact devant des côtelettes, même froides. Dimanche 21, je suis déterminé à l'intérieur de mes limites à faire de l'erreur possible un gain profitable. Lundi 22, j'écourte la séance, vision de sphère, procédure XB. Mardi 23, nouveau collègue Toutou, Bernard Doulet. Logiciel, même comptabilité, sourire à faire. Mercredi 24, MPLM réunion, dossier appel-dic, revoir compte Nancy. Jeudi 25, B. Doulet m'espionne. Achat d'une table. J'apprécie la chaleur du café dans ma bouche. Vendredi 26, nouve circulaire qu'il faudrait dissimuler. Je serai parfait. Pour rien. Samedi 27, je revois les photos de ces 5 dernières années. Dimanche 28, sensation. Le cou et les chevilles attachés à une poulie rétractile. Lundi 29, pas franc avec eux. Plus étonné par leur bourde, voire laissé, nuages, neige. Mardi 30, faire plus là où j'ai laissé en retour, ma résignation augmentée. Mercredi 31, un trait, rouge. Février, jeudi 1er, je ne suis pas patient, je laisse mes comptes, je garde mes mains devant, je laisse faire, je ne suis pas détaché. Vendredi 2, signé sous la menace d'une réduction des taux horaires dans l'économie d'échelle et renvoi du rapport. Insomnie. Samedi 3, tout rouge. Séduire Irène. Pousser d'hémorroïdes. Renverser piéton. Dimanche 4, des cailloux s'arrêtent en l'air. Lundi 5, les gouttelettes tremblent. Mardi 8, mal de tête, prendre une sucette, péter, rentrer en bus, exaltation. Mercredi 7, il me parlera, Bernard Doulet. Je serai gaillard, chaussures. Je rencontrerai Sophie. Jeudi 8, il fera beau, j'aurai des corps aux pieds. Jean-Philippe mourra. Vendredi 9, Sophie me drague, réunion. Échange de tel, tel. Insomnie. Samedi 10, marché. Télé, lecture, sieste. Resto. Je l'enculerai. Dimanche 11, je verrai un chat blanc. Je penserai à Sophie, je me gratterai le coude, arrivé d'air. Lundi 12, moi, eux. Pas moi. Mardi 13, un moineau. Mercredi 14, bondir en relâchant. RDV Resto, le chêne vert. Emménagement d'une nouvelle voisine avec sa fille de 12 ans. Jeudi 15, rencontre avec D pour que J me rappelle. Déplace RDV avec N afin de revoir D. J ne doit pas savoir que D est au courant. L m'appelle pour annuler D. D ne déteste plus L depuis qu'il pense que J est satisfait. Vendredi 16, l'Alliance pour une place supplémentaire. Leur image de mort reflétée dans un miroir sans fin. Samedi 17, inapaisable. Dimanche 18, plus du tout de force. Lundi 19, Véronique me donne de nouvelles. Je verrai Sophie. Je ne serai pas amoureux.
Je serai béat. Mardi 20, je reste à la fenêtre, parasol, tour, le ventre vide. Mercredi 21, nouvelle collègue, Dominique Sabourin. J'invite la voisine et sa fille à un apéro chez moi. Jeudi 22, je suis impatient de savoir quelles sanctions financières nous allons leur administrer. Il se peut que Doulé me flatte trop maladroitement. Vendredi 23, je ne reverrai plus Sophie et son appartement à crédit. Je mangerai des cacahuètes, je me sentirai con. Samedi 24, je penserai à Sophie. Véronique tombera gravement malade et je ne répondrai pas. Dimanche 25, je me brûlerai la langue. Je penserai à son sexe. Je serai lourd. Je porterai du mohair. Lundi 26, j'aurai à terme la cervelle sucée. Envie d'être sous la pluie. Mercredi 27, les dents pourries de thé. Rêverai de clown bleu encore. Mercredi 28, ultimatum choucroute. Merci à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas, tout en profitant du vin chaud exceptionnel qu'a préparé la Spirale, pendant des heures de soins attentifs, mais d'autres boissons également, ainsi que des petites choses à grignoter. N'hésitez pas à poser aussi des questions à Régis et à Pierre, voilà, de façon conviviale. Et surtout, n'hésitez pas à vous précipiter sur leurs livres pour les dévorer dès que possible, parce que je pense que ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Merci. Merci.